Je suis Cassandra Faulkner, chargée de projet en développement urbain pour le projet Rue Hochelaga de la table de quartier Hochelaga-Maisonneuve. Et donc, je suis très excitée aujourd'hui de vous présenter le portrait de quartier Hochelaga-Maisonneuve 2019, qui est l'aboutissement de près d'un an de travail de ma part. Qui souligne un peu mon anniversaire au sein de la table de quartier, mais qui est aussi l'aboutissement d'un travail partagé avec les partenaires de la table de quartier, que ce soit au travers les comités de concertation, au travers d'appels à tous au sein de notre infolettre ou même de présentations lors d'assemblées générales de la table, dans un but vraiment de présenter des données qui étaient nécessaires et demandées par les membres de la table, qu'ils soient intervenants ou citoyens. Et c'est à travers ces processus-là, donc de perche vers la population et les intervenants, qu'on a monté en quelque sorte la table de matière du portrait de quartier. Qui, je ne suis pas capable... OK, parfait. Qui ressemble à ceci. Donc, il y a 3 grandes thématiques au sein du document. Dans un premier temps, on a le profil démographique. Qui permet d'établir un portrait de la population qui traite un peu de son évolution, de la composition de ses ménages, ses familles et également de l'immigration. Donc, c'est une partie qui va traiter vraiment beaucoup de données statistiques provenant de Statistique Canada. Par la suite, on va glisser vers les conditions de vie, qui, eux, vont plutôt traiter des données qui touchent aux revenus, à l'éducation, la santé, l'alimentation. Donc, des données, oui, statistiques, mais qui vont provenir à ce moment-là beaucoup du milieu institutionnel, que ce soit, par exemple, le réseau de la santé ou de l'éducation. Et la troisième thématique concerne le cadre de vie. Donc, on sort un peu de l'individu pour traiter son milieu. Et on va jeter un coup d'œil sur les éléments physiques, donc l'environnement, le cadre bâti, l'aménagement. Et là, on va vraiment avoir une variété de données vraiment larges qui va aller de, par exemple, les données ouvertes de la Ville de Montréal à des recherches spécifiques universitaires. Donc, pour la méthodologie, donc la façon qu'on a travaillé pour monter tout ce document-là, la représentation territoriale a été très importante dans le traitement et l'illustration des données. Donc, on parle d'un quartier, de ses différents secteurs, mais également de son implantation dans un territoire plus grand, donc qui est la région métropolitaine de Montréal, qui va permettre de comparer puis d'illustrer en quelque sorte où Hochelaga-Maisonneuve se situe par rapport à l'ensemble de Montréal. Donc, à noter que pour les biens de ce document, le quartier Hochelaga-Maisonneuve inclut une partie au nord-ouest. Là, on voit ici sur la carte illustrée en gris, qui fait normalement partie de l'arrondissement Rosemont-Petit-Patrie, donc entre Sherbrooke et Rachel. La raison pour cette inclusion est en fait afin d'avoir une complémentarité, si on veut, des données, puisque ça correspond au territoire du CLSC, Hochelaga-Maisonneuve. Donc, puisqu'il y a beaucoup de données qui traitent justement de la santé, du bien-être, de l'alimentation, qui incluent cette partie-là, on a décidé afin d'uniformiser nos données, de l'inclure également lors de données statistiques de Statistique Canada. Aussi, à noter que la portion au sud-ouest, va souvent être traitée en ajout, si on veut, au quartier, puisqu'il correspond au territoire de la rue Hochelaga, donc la revitalisation urbaine intégrée, qui est coordonnée par la table, mais portée par plusieurs acteurs du milieu, qui vise l'amélioration de conditions de vie des personnes qui y vivent, ainsi que du cadre de vie dans lequel elles évoluent. Donc, le projet ayant lieu sur ce territoire-là, on trouvait ça important d'avoir une compréhension, puis en fait, une connaissance, une compréhension de ces particularités. Parfait. Pour ce qui est de l'illustration des données statistiques sur le territoire, on a décidé d'utiliser les aires de diffusion, qui est la plus petite unité d'analyse territoriale de Statistique Canada. Donc, on voit ici chaque polygone, chaque carré noir, en fait, correspond à une aire de diffusion. Donc, si je ne me trompe pas, c'est 83 ou 84 qui constituent le quartier.
Et donc, ça réunit un ou plusieurs îlots dans le but de regrouper de 400 à 700 individus. Donc, quand même une échelle d'analyse très fine. Ça va permettre d'identifier où exactement peuvent se situer ou se concentrer certaines tendances, voire problématiques, au-delà des secteurs. Si justement on parle des secteurs, on va souvent diviser le territoire du quartier en 3 secteurs, ici illustrés en 3 couleurs différentes. Donc, il va y avoir Hochelaga Sud et Hochelaga Nord. Donc, tout ce qui est à l'ouest du boulevard P9, délimité par la rue Ontario, donc le versant sud et le versant nord. Et tout ce qui est à l'est du boulevard P9, on va parler à ce moment-là du secteur Maisonneuve. Le but d'avoir toutes ces échelles d'analyse est vraiment d'illustrer le plus fidèlement les particularités du quartier, donc éviter une espèce de généralisation des réalités. Ça m'amène à vous parler en fait de certaines limites du document et des données qu'il contient. L'utilisation de moyennes, de médianes amène parfois l'effacement des extrêmes qui masquent en quelque sorte les divergences au sein même d'un territoire. Donc, même si les données statistiques, bon, c'est utile, on aime ça, ça permet d'éclairer sur beaucoup de sujets, il faut quand même éviter la généralisation et garder en tête, en fait, qu'il peut y avoir des extrêmes. Et donc, par exemple, si le revenu moyen augmente, ça ne veut pas dire que le revenu de tous et toutes augmente. Aussi, mentionner que les données du recensement 2011 sont considérées comme moins fiables, représentatifs de la réalité dans l'optique où le questionnaire était à remplir sur une base volontaire et donc a été rempli par un moins grand échantillon. Donc, la représentativité des données est à considérer avec prudence et même dans certains graphiques que je vais vous présenter, on a enlevé les données de 2011. Donc, on passe directement de 2006 à 2016. Donc, si je passe à la prochaine, on va aller directement dans la présentation de certaines données. Bien entendu, je ne vais pas tout vous présenter aujourd'hui. Le document compte 80 pages, donc pour vous permettre de vaquer à vos occupations dans la journée, on va se limiter à peut-être une dizaine de pages aujourd'hui. Puis je vais commencer avec une donnée assez générale, donc l'évolution de la population du quartier. Donc, en général, on connaît une croissance constante, mais modérée, si on veut, dans Hochelaga-Maisonneuve, avec une augmentation de 13 % de la population entre 1996 et 2016, donc les 20 dernières années, mais qui est toujours en deçà, en fait, de la croissance de la région métropolitaine de Montréal. Donc, 13 % dans ces 20 années-là, comparativement à 23 % dans Montréal globalement. Si on regarde plus précisément, en fait, dans le quartier, on remarque que cette croissance-là est vraiment inégale selon les secteurs. Donc, alors que Hochelaga Sud connaît, elle, une faible décroissance, on va remarquer que bon, le versant nord, en fait, d'Hochelaga, elle va avoir une croissance très, très importante, donc quasiment 5 %. Et donc, on imagine que ces différences-là sont vraiment liées aux investissements immobiliers qui se déroulent dans le quartier et leur localisation. Pardon, je suis en train de perdre la voix. Et si on regarde la composition, j'ai passé par la composition de la population, on constate que dans Hochelaga-Maisonneuve, la répartition des groupes d'âge est peut-être moins équilibrée qu'elle peut l'être à Montréal. Donc, vraiment une majorité d'adultes âgés de 25 à 54 ans. Donc, population active assez importante, ce qui fait qu'on retrouve moins d'aînés, donc 11 % dans Hochelaga-Maisonneuve comparativement à 16 % à Montréal, et moins de jeunes enfants, donc âgés de moins de 15 ans, pardon, avec encore une fois 11 % en Hochelaga-Maisonneuve, comparativement à près de 17 % pour la ville de Montréal. Pour ce qui est des ménages, il faut que je change, parfait. Pour ce qui est des ménages, on a une majorité des personnes qui habitent seules, ce qui se démarque encore une fois de la situation montréalaise. Donc, près de 51 % dans le quartier, 33 % à Montréal. Puis ça, c'est une réalité qui est particulièrement vécue auprès des populations âgées de 65 ans et plus.
Donc, 54,4% des personnes âgées vivent seules dans leur logement. Si on se penche sur les ménages familiales, on remarque ici, donc ça c'est un exemple un peu de nos cartes statistiques, pardon. Donc on peut voir qu'il y a quand même une concentration des ménages familiaux dans le sud du quartier. Malgré, oui, quelques foyers concentrés par-ci, par-là, mais c'est vraiment le sud qui va recueillir la majorité des familles du quartier. On constate également qu'il y a une légère baisse d'enfants dans le quartier depuis les années 90. Pardon. Mais que c'est toujours les familles avec un enfant qui restent les plus proportionnellement importantes. Si on passe du côté de l'immigration, c'est sûr que l'importance proportionnelle de la population immigrante dans le quartier a longtemps pas reflété la réalité montréalaise. Par contre, c'est un écart qui tend à diminuer. Donc, on voit entre 1996 et 2016, il y a quand même une croissance très importante. On a doublé la proportion de population immigrante dans Hochelaga-Maisonneuve. Même si on n'atteint pas nécessairement les mêmes niveaux que la région métropolitaine, donc près de 23%, avec notre 16%, c'est un écart qui se rétrécit d'année en année. Ici, on s'intéresse aux pays de provenance de cette population immigrante-là. La France est le pays de provenance le plus fréquent, avec 20% de tous les immigrants et immigrantes du quartier, mais avec une importance marquée quand même du Maroc, de la Chine et de l'Algérie, qui, eux, représentent à chacun environ 5%. Ici, on balance dans les conditions de vie. C'est sans grande surprise qu'on constate que le revenu total médian des ménages dans Hochelaga-Maisonneuve est inférieur au Grand Montréal. On parle d'environ 42 000 dans le quartier versus près de 62 000 dans Montréal. Donc oui, si on regarde nos graphiques, il y a une croissance de ces revenus, mais il faut quand même considérer que dans ces années, il y a eu quand même des hausses de salaire minimum et qu'on a quand même un grand changement au profil socio-économique local lié notamment au phénomène de la gentrification du quartier. Donc, qui influence définitivement ce chiffre. Et quand on dit un revenu total médian de 42 000, il faut quand même considérer que la moitié de la population d'Hochelaga-Maisonneuve gagne moins. Ici, parfait. Et c'est quand même une médiane qui va changer beaucoup selon les types de ménages. Donc, on voit ici le tableau. Si on parle des ménages at large, en bon français, ou des personnes vivant seules, familles monoparentales, biparentales, on constate quand même une grande variante, mais force est d'admettre qu'on reste toujours en deçà des médianes montréalaises. Donc, des revenus moins importants et qu'à l'intérieur même du quartier, tout ce qui concerne Hochelaga Sud, donc la partie, le territoire de la revitalisation urbaine intégrée, les revenus sont quand même inférieurs à la moyenne du quartier. Ici, je change ici. Donc, dans la répartition territoriale des personnes vivant en situation de faible revenu, c'est quand même 28,7% de la population du quartier qui vit en situation de faible revenu. On le voit ici sur la carte, encore une fois, une concentration un peu dans le sud, avec quand même des aires de diffusion qui contiennent des proportions de plus de 50%, là, donc quand même assez important au sein du quartier. Et on peut remarquer également quelques foyers, là, si on veut, au nord, proche de l'intersection Pineuf-Beaubonnière, de ménages qui vivent en situation de faible revenu. Et si on compare en fait à la situation de Montréal, on parle plutôt de 15,3% de la population qui vit en situation de faible revenu. Donc, beaucoup plus important dans Hochelaga-Maisonneuve. Donc, si on passe du côté du loyer, de l'habitation, 64
74% des ménages sont locataires, ce qui est quand même un changement important dans le quartier où il n'y a pas si longtemps, on retrouvait plus de 85% des ménages locataires. Ce qui est important de noter, c'est que cette baisse de ménages locataires s'inscrit quand même dans une hausse du nombre de logements privés occupés et d'une baisse drastique des taux d'inoccupation. Donc, pour certains types de logements, par exemple les logements de 3 pièces et demie, le taux d'inoccupation frôle le 0%. Donc, les logements sont presque totalement occupés. Mais malgré tout, on voit qu'il y a moins de locataires. On remarque aussi que les loyers augmentent particulièrement depuis le début des années 2000, ce qui correspond, si on veut, un peu à la tendance de gentrification que vit le quartier depuis ces années. Tout de même, avec le 762 $ par mois, le loyer mensuel moyen du quartier reste en dessous de celui du Grand Montréal, qui est plutôt à 842 $. Et si je me lance dans le cadre de vie, donc dernière thématique à traiter, on pourrait aborder l'évolution de la typologie commerciale qui est basée en fait sur une étude effectuée en 2017 qui compare la composition des artères commerciales du quartier, donc soit Sainte-Catherine et Ontario, dans un écart de 40 ans, donc 1976 et 2016. Et donc, on se base sur la typologie, donc le type de commerce qui s'y trouve. Et ce qu'on remarque, c'est vraiment la hausse en présence de tout ce qui est restauration et divertissement. Donc, qui a doublé. On a passé de 12% à 24% dans ces 40 années. Et c'est une hausse qui s'est faite un peu au détriment, si on peut dire, ou du moins qui a remplacé beaucoup de commerces qui offrent des achats et ou services réfléchis. Donc, beaucoup de boutiques spécialisées, par exemple des antiquaires, des galeries, ou des commerces qui offrent des achats ou services semi-courants, qui peuvent correspondre à des magasins de linge, le coiffeur, le fleuriste, donc des magasins qu'on fréquente semi-régulièrement. Et donc, on voit qu'il y a vraiment eu un changement assez important au niveau de l'offre commerciale du quartier. Si on s'attarde plutôt à l'aménagement, on constate ici, c'est une carte qui illustre les îlots de chaleur selon l'intensité de la chaleur. Donc, tout ce qui est orange est considéré chaud et tout ce qui est rouge, très chaud. Donc, tout ce qui est blanc n'indique pas de variation marquable au niveau des températures dites normales. Donc, on constate que le phénomène de l'îlot de chaleur dans le quartier est important et semble beaucoup lié à la présence de zones industrielles et d'artères commerciales. Et c'est quand même des zones qui cohabitent très proches avec les zones résidentielles du quartier. Donc, on comprend qu'ils amènent des conséquences assez importantes auprès des habitants et habitantes du quartier. La forte minéralisation du quartier, un taux de canopée quand même assez bas de 13% pour l'ensemble en fait, de l'arrondissement Mercier-Chagrin-Maisonneuve, amène certainement une grande vulnérabilité face à la chaleur accablante. Si on se rappelle en fait de la vague de chaleur de l'été 2018, l'arrondissement Mercier-Chagrin-Maisonneuve a été un des plus durement touchés, avec 53% des décès totaux de la période du 30 juin au 5 juillet qui étaient attribués à la chaleur. Donc, un taux de mortalité quand même assez importante liée à ce phénomène, surtout considérant que dans le quartier, il y a la présence de personnes qui sont identifiées comme plus vulnérables aux vagues de chaleur, notamment celles vivant avec des conditions de santé plus précaires, les personnes à faible revenu, les personnes aînées.
Et donc, mon Dieu, j'ai fait un tour vraiment rapide de tout ce que je vais vous présenter. Comme je l'ai mentionné, bon, je voulais vraiment voir les 3 thèmes avec vous, mais je ne voulais pas non plus accaparer toute l'heure, sachant que j'imagine que vous avez beaucoup de questions, réactions. Donc, on va garder la deuxième moitié de l'événement vraiment pour réagir à vos interventions. J'aimerais quand même terminer en vous mentionnant que le but de ce travail de la table de quartier était vraiment d'offrir un outil de travail à tous ceux et celles qui planifient, qui interviennent, ou même qui vivent dans le quartier. Donc, une volonté de développer une connaissance collective des réalités et des enjeux pour qu'on puisse vraiment ensemble, qu'on puisse travailler ensemble sur une même base commune de connaissances. Donc, je vais arrêter de partager et voilà. Excellent. Dans le fond, on pourrait commencer la période de questions maintenant. Cassandra, ça te convient? Oui, je suis prête. Parfait. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une question? Camélia, est-ce qu'il y a des mains levées? Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, juste à titre de rappel, pour pouvoir lever la main, il suffit d'aller dans participants et demander la parole. En fait, il y a lever la main. Donc là, il y a quelqu'un dans le chat qui a une question. C'est Alex. Alex, tu peux activer ton... Oui. Allô? Allô? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Bonjour tout le monde. Félicitations pour le super boulot. J'ai hâte de lire ça plus en détail. Moi, j'ai une question, parce que je me rappelle avoir assisté à une présentation du même genre il y a déjà 2 ou 3 ans. Puis il y avait une statistique qui m'avait surprise. C'était le taux de scolarisation des femmes qui avaient un enfant qui accouchait, pas nécessairement dans le quartier, mais comme résidente du quartier. Puis ce taux-là était vraiment très élevé. Puis ça avait été identifié comme quelque chose de relativement nouveau comme phénomène. Puis je trouvais que c'était comme un angle intéressant qu'on n'aborde pas souvent dans tout le phénomène d'une part de gentrification, puis d'autre part de ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, là, les gens éduqués, mais qui n'ont pas des salaires nécessairement équivalents au niveau de l'éducation. Fait que je me demandais si c'était quelque chose que vous aviez abordé, puis si on était toujours dans cette tendance-là, à la hausse, en quelque sorte, du nombre de la scolarisation des femmes qui ont des enfants dans le cas. Merci beaucoup. Oui, donc la scolarisation et le taux de diplomation, c'est des statistiques qui sont abordées dans le portrait. Oui, tout à fait, on remarque une hausse de la scolarisation. Par contre, on ne l'a pas abordé directement dans toutes ces données croisées, donc scolarisation et naissance, spécialement vers les femmes. Donc, on l'a abordé un peu à l'échelle du quartier et du Sud. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on remarque, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on remarque aussi beaucoup à l'échelle de la Ville de Montréal. Donc, ce qu'on a noté, nous, c'est qu'on ne se démarque pas nécessairement des moyennes, si on veut, montréalaises. Il y a quand même une grande évolution là, au taux de scolarisation. Comme si je me fie, en 20 ans, on a passé de 47 % de la population qui n'avait aucun diplôme, certificat ou grade à 18 %. Donc, c'est quand même une évolution assez choquante, là, si on peut dire. Par contre, on n'avait pas les données nécessairement pour ce qui est précisément les femmes qui donnent naissance en telle année. On avait une question de précision. Cindy Boisvert demandait si c'était Montréal ou le Grand Montréal. C'est le Grand Montréal, donc la région métropolitaine de Montréal. Donc, c'est comme l'île et ce qui l'entoure. C'est pas juste la ville de Montréal. On avait Soraya Martinez qui avait une question. On va lui donner la parole. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation et bravo pour tout ce travail qui est en fait très pertinent et aide tout le monde en fait à pouvoir avoir la même vision en fait et les mêmes statistiques d'un quartier. Moi, j'avais une question par rapport c'est un secteur qui a toujours été attribué à être un secteur plus, je te dirais, francophone où l'immigration était moins présente. Puis je me demandais si vous aviez
comparer des chiffres d'immigration et c'est quelle est la migration actuellement dans ce secteur-là de notre quartier qui arrive? Oui, je vais retrouver les pages. Donc, en fait, on a traité de l'immigration sur plusieurs facettes. Donc, on a, comme j'ai abordé en présentation, juste regarder de façon générale la croissance de la proportion de population immigrante qui, comme je mentionnais, est quand même doublée en près de 20 ans. Donc, un nouveau profil, si on veut, un peu du quartier. Si on regarde un peu le détail, on voit que c'est en grande majorité, donc 36,4 % de la population immigrante qui est arrivée au pays au début des années 2000. Donc c'est beaucoup des immigrants, si on veut, pas nouveaux, là, mais comme si je calcule depuis 2000, c'est près de 70 % de la population immigrante du quartier qui a immigré au courant des 20 dernières années. Donc, beaucoup de nouveaux arrivants, nouveaux arrivants. Et si on regarde un peu la répartition de cette population-là, c'est plutôt dans le nord du quartier qu'elle va se situer, où on retrouve des aires de diffusion avec des taux de concentration de plus de 50 %. Merci. Alors, il y avait une question, c'est Yannick Varnine. Si je le prononce bien, je suis désolée. Non, c'est comme un surnom, désolé, je ne sais pas comment le changer. Mon nom, c'est Yannick Langlais. Bonjour. J'ai mis ma caméra à on pour poser ma question. Alors, je veux savoir s'il y avait eu des données sur le cadre bâti, là, notamment sur le phénomène de gentrification, donc l'augmentation de condos et ouais. Oui, tout à fait. Encore une fois, je vais fouiller dans mon document. On a recensé un peu la localisation des copropriétés sur le quartier. Donc, la concentration de la copropriété par aire de diffusion, où on remarque que c'est beaucoup Maisonneuve, donc le nord de Maisonneuve, si on veut, au nord d'Ontario, qui connaît beaucoup, c'est ça, de construction ou de création, là, que ce soit par la copropriété indivise, divise, de copropriété. On a certaines statistiques concernant justement la conversion de logements locatifs en copropriété. C'est clair que on a quand même des données pour des laps de temps très précis. Là. Donc, comme exemple, entre 2003 et 2014, on a 835 logements locatifs qui ont été convertis en copropriété. Donc, on a aussi l'importance proportionnelle de la copropriété sur comme tout le marché, en fait, immobilier local. Là. Donc, et également tout ce qui concerne la condition des logements locatifs restants. Là. Donc, ceux qui ont besoin de réparation, rénovation majeure. Et, pardon, vu qu'on a abordé justement aussi tout ce qui est copropriété et ces convertissements-là de logements locatifs, on a aussi abordé ce qui touche plus au logement social, donc la localisation des coopératives d'habitation, des OBNL d'habitation, de tout ce qui relève de l'OMHM. Donc, et justement, la localisation proportionnelle, si on veut, l'importance proportionnelle de ces logements sociaux-là par secteur. Donc, où est-ce qu'ils se situent, puis c'est quel type de logement locatif. Donc, oui, je voudrais le dossier habitation, si je regarde rapidement, 39, fait 10 pages. Là. Donc, c'est quand même un dossier assez important du portrait. Et on y traite justement de la copropriété. Merci beaucoup, puis bravo pour le portrait. Je l'attendais avec impatience. Merci beaucoup. La prochaine question est à Sylvie Paré. Oui, bonjour. Merci beaucoup de cette très intéressante présentation. On est en train, nous, avec la petite équipe de recherche que j'ai à l'UQAM, on est en train d'analyser en fait des données qui portent en effet sur la transformation socio-ethnique du quartier.
Donc, déjà, ce que vous avez présenté, nous aussi, il y a des convergences, évidemment, avec ce que vous avez illustré. Il y a quand même peut-être une petite chose que j'aimerais dire sur l'immigration française, qui, en effet, est très présente, et en particulier autour de la place Simon-Valois, et qui, souvent aussi, est de statut étudiant. Donc, je ne sais pas si avec les projets du gouvernement du Québec de ne pas retenir éventuellement les personnes qui auront été diplômées, donc à la maîtrise, au doctorat, parce que c'est souvent aussi des personnes qui sont dans des statuts comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner éventuellement sur le quartier. Donc, la mobilité au niveau du logement, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est en rapide changement, mais j'aimerais un peu vous entendre sur si vous avez quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, très fin comme analyse sur ces questions-là. Pour être honnête, pas nécessairement, du moins pas comme ça on top of my head en bon français. Je vous dirais que le but aussi du document n'était pas nécessairement d'analyser très profondément les données qu'on présentait dans un but vraiment d'appropriation par les partenaires, dans le sens où tout le monde a un milieu de spécialisation. Et on n'est pas non plus les spécialistes statistiques ou de questions justement très fines. Il y a certainement un croisement à faire justement avec ces données-là, tout ce qui est taux de mobilité, le profil justement de scolarisation de la population. Mais on ne s'est pas personnellement à la table lancé dans ce défi-là de croiser les données nécessairement parce qu'on n'avait pas... peut-être pas la connaissance fine et la gestion de d'où vient tout l'échantillonnage de Statistique Canada pour pouvoir les croiser sans risque d'erreur assez aberrante. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Alors, la prochaine personne, c'est Gabrielle de la Chapem. Oui, bonjour Sylvie Paré, une ancienne professeure à moi. J'ai peut-être juste une légère partie de réponse, mais qui est très impressionniste sur l'immigration. C'est entre autres, la Chapem gère beaucoup de logements dans Hochelaga-Maisonneuve. Puis dans le logement social, ou en tout cas qui est en général, le bouche à oreille contribue beaucoup à une émergence d'une population immigrante dans un secteur. C'est la nature des quartiers ethniques en général. Fait que nous, dans nos immeubles, on a 2 maisons de chambre sur Davidson qui ont 98 chambres, où il y a le foyer des jeunes travailleurs, entre autres. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est, à notre grande surprise, on a toujours cru que c'est une population blanche, traditionnelle d'Hochelaga-Maisonneuve, qui avait perduré dans le temps, parce que c'était ça à l'époque quand on l'a acheté dans les années 90. Mais si on regarde la liste des locataires aujourd'hui, c'est presque 80% des nouveaux arrivants, en tout cas de nom. C'est impressionniste, encore une fois. Puis la même chose dans nos immeubles près du métro Sherbrooke, où le fait d'avoir un concierge maghrébin puis une population maghrébine va amener tout un bouche à oreille qui va faire que l'immeuble devient très multiethnique. Puis il y a une cohabitation, évidemment, avec une population autochtone d'Hochelaga-Maisonneuve. Donc, merci Gabrielle. Merci Gabrielle, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. Puis, sur la gentrification, pour tout le monde, là, je vous rappelle qu'il y a 2 ans, je ne sais plus, ça fait tellement... Le temps passe vite. On a fait les assises sur la gentrification dans le quartier. Il y a toutes sortes de documents qui ont été produits à ce moment-là, entre autres sur l'émergence des condos, la proportion de condos. Est-ce qu'il y a vraiment plus de condos ou il y a eu juste plus de logements qui ont été construits et ce sont des condos? En tout cas, il y a des analyses plus fines de ce type-là qui sont faites et peut-être on pourrait mettre le lien là, vers ces recherches-là dans le chat. Voilà.
Fait que c'était mes commentaires. Merci beaucoup pour l'ajout. Puis oui, c'est certain, en fait, au sein même du portrait de quartier, on s'est beaucoup basé sur les recherches qui ont été faites dans le cadre de ces assises pour justement un peu aborder la question de la copropriété, de son émergence, puis la transformation versus la construction. Alors, je donnerai la parole à Marie-Ève. Oui, bonjour. Excusez. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Tantôt, il était question d'un 18% de personnes qui étaient non scolarisées, mais qui n'avaient pas de diplôme, en fait. Est-ce que c'est en reflet avec une grande baisse du taux de décrochage scolaire dans le quartier? Pas nécessairement, non. OK, bien c'est ça, je voulais savoir. Ouais. Puis savez-vous à peu près où est-ce que ça en est rendu par rapport à ça? J'ai perdu le fil de cette donnée-là depuis quelques jours. Je suis désolée. Si j'écoute, j'ai pas les données exactes. Par contre, je pense que pour certaines écoles, tu sais, puis il y a comme le taux par école aussi. Et tu sais, selon les étudiants comme garçons, filles, mais je pense que ça frôle comme le 30%. Si je me trompe pas, de personnes qui terminent le secondaire sans diplôme. Okay. Avec toute réserve, là, parce que j'ai pas la donnée sous la main exactement, mais si vous voulez mettre votre courriel dans le chat, j'ai les documents, je sais exactement sont où, donc je pourrais vous les communiquer très facilement. Là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, la parole est à Benoît Laplante. Je vais tenter, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Parfait. Je sais que ce n'est pas le plus bravo, premièrement, pour tout le travail. C'est ma première fois, donc bravo. Je sais que ce n'est pas le but de l'analyse, de discuter des problématiques, tout ça, mais au niveau de la gentrification, pour aussi prendre la balle au bon avec Gabriel, est-ce qu'il y a par les données et le travail que vous avez fait, vous, Cassandra, est-ce qu'il y a des pistes ou quelconque, je sais que c'est pas le but du débat ou d'en parler ou tout ça, mais est-ce qu'il y a des données qui vous a étonné ou des pistes qui disent peut-être par là, ça serait intéressant d'aller gratter pour trouver des solutions à la gentrification. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Ben, comme vous avez mentionné, c'est peut-être pas le but premier de la présentation du document. En termes de données qui surprend, je pense toute personne qui intervient et ou qui vivent le quartier depuis quelques années ne soit pas nécessairement surpris par beaucoup de ces données-là. Oui, on remarque notamment au niveau que ça soit tout ce qui touche, oui, le logement, mais comme, je trouve l'offre commerciale, les modèles immobiliers qui changent un peu, tout ce qui est la qualité du cadre bâti. Donc, c'est plusieurs indicateurs. Tout le relier ensemble, c'est pas un travail qu'on a fait dans le cadre de ce portrait-là. Donc, c'était vraiment de donner en grand un accès à beaucoup de données. Pour faire du pouce sur ce que Gabriel a abordé un peu plus tôt, c'est vraiment plus une analyse qui s'est faite lors des assises. Et on pourrait en parler vraiment longtemps de tout ça. Par contre, peut-être que je nous garderais un moment plus précis au sein du quartier pour peut-être faire un retour sur ces assises-là ou aborder certaines données plus précisément. Mais on n'a pas fait de lien directement entre, comme tu dis, plusieurs types de données ensemble pour aborder une problématique ou un enjeu. On est vraiment dans le but d'une diffusion de données pour que les personnes, justement, s'approprient celles qui touchent à leur service ou à leurs préoccupations pour, à ce moment-là, monter un dossier, monter un projet. Alors, la prochaine personne, c'est Dorothée de Calasson.
Oui, bonjour. Je m'excuse par avance si jamais le point a déjà été abordé. Je me demandais si dans le portrait on retrouvait des éléments par rapport à l'itinérance ou à des problématiques qui se trouvent dans le quartier comme l'itinérance, prostitution, toxicomanie et l'usage des ressources communautaires ou le tissu communautaire qui répond à ces problématiques-là. Voilà. Oui, merci. On l'aborde. C'est clair que c'est un peu difficile d'aborder ces problématiques-là d'un point de vue statistique donné. On n'a pas voulu rentrer dans tout ce qui est une analyse d'impression ou de visite de terrain nécessairement. Donc oui, on va avoir des données sur la toxicomanie, donc la consommation de drogue, les surdoses, donc le taux de décès par surdose, tout ce qui est arrestation ou intervention du SPVM. Par contre, encore une fois, on n'a pas trouvé de données qu'on trouvait assez représentatives ou assez fiables pour aborder tout ce qui est l'itinérance dans la quantification, si on veut, du phénomène, puisque c'est vraiment un peu là-dedans que le portrait se situe. Là. Donc, on parle de chiffres. Et les seules données qu'on a trouvées étaient soit faites par le SPVM. Donc, on trouvait qu'il y avait peut-être... il manquait... donc, la lecture du document ne nous satisfaisait pas pour aborder ces chiffres-là, pour expliquer une problématique qui, on croit, est comme multidimensionnelle. Donc, c'est peut-être comme trop simplifié que de mettre un chiffre qui est disponible dans un rapport qui a été mis en ligne de ce 10 ans pour aborder toutes ces problématiques. Donc, oui, c'est mentionné, mais on n'a pas, outre tout ce qui va toucher un peu la toxicomanie, on n'a pas de données statistiques pour ce qui concerne l'itinérance et ou la prostitution. Oui, puis si je peux ajouter sur les données en itinérance, on m'entend? Oui. Il y a le dénombrement qui se fait maintenant depuis quelques années, mais ce sont des chiffres qui sont hautement contestés par le milieu de l'itinérance parce que ça ne reflète pas du tout la réalité multiple, les différents visages de l'itinérance, qui ne sont pas que des personnes qu'on voit dans la rue puis qui ont l'air de l'image qu'on se fait d'un itinérant. Donc, c'est délicat comme comptabilité de personnes, disons. Tout à fait.